la justice de Dieu. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo amusa elika ya mitema ya batwe biso tobelemi nakoluka yo wapi pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi eyanote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute alelie pasinanga ekoma feti ya banguna nifiko ya kobondela mpona likambo na ngai basangani balingisenga wa babo bangai mobesu tango ekoki te akomba mino maboko na yo mame mame mokonzi nzambe bombanga wa yo masia ye eyanona nanga kumba nanga pesa na yo bato na mayele bapesaki posi na bango uolo mpe malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata mpe motema kita na kembo na yo ya lola molongisi ya mabota nkolo nkolo nzambe nzambe nanga likiti na mokonzi na yo yoka mabondeli yo mokokisi ya bilaka kololoba soki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka nkolo nkolo yo lele oh Jésus oh viens me libérer yo lele oh Jésus oh viens me libérer nakomi kochola Jésus oh yaka yaka yo lele oh Jésus oh viens me libérer yotikaki kiti na lola itingai na bika Yesu yotikaki mpo nzambe ondimaki kolata nzoto mwana ya charpentier babengi yo Emmanuele papa sembola loboko yawe ozali wapi yo nde kombo yanga bika nzapa ya nolakanga. Bonjour chers compatriotes, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Dijon. Et nous allons vous présenter d'abord notre communauté de la ville de Dijon. Et nous allons vous présenter la solidarité pour tous qui se trouve dans la ville de Dijon il y a plus de 20 ans. Premièrement, nous invitons les familles qui viennent de Belgique, les mamans de la solidarité et la jeunesse dijonnaise. J'espère que chacun viendra à son temps. Et aujourd'hui, nous avons intitulé le projet, le programme, c'était la jeunesse diaspora, quel avenir? Pourquoi la jeunesse diaspora, quel avenir? Parce que nous, les parents, nous avons vraiment un gros souci pour nos enfants. Et pour la famille, on ne sait pas des fois qu'est-ce que nous allons faire.
C'est pour ça dans le projet, c'était la jeunesse diaspora, quel avenir. Je ne vais pas trop libeller ce programme parce que maman, elle parlera encore plus de ça. Et nous, nous sommes Solidarité pour tous de l'agglomération dijonnaise. Et c'est nous qui organisons Noël pour tous dans la ville il y a plus de 20 ans, 15 ans. Et nous organisons beaucoup de programmes que les mamans qui sont ici, ils partagent les repas, des colis solidaires pour toutes les familles qui ont des difficultés, les familles défavorisées dans la ville de Dijon. Et en dehors de ça, les mamans, il faut aussi des coutures, beaucoup des activités qui peuvent se faire quand nous sommes ensemble. Et moi, je me présente, je ne vais pas vous dire autrement, mais je me présente la maman. Mais je suis Wivine Mendes, mais tout le monde m'appelle maman, les petits ou grands, pour la ville de Dijon. Et je n'ai pas beaucoup à vous dire. Et je vous remercie de votre présence parmi nous. Et je vous remercie pour tout déroulement de cette journée agréable et merveilleuse parce que tout le monde va prendre sa part. Tout le monde aura quelque chose de la part de la maman et de la part de la solidarité. Et je vous remercie de tout cœur. Wivine Mendes. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. 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 Oui, je suis agréablement joyeuse aujourd'hui pour ce jour que nous avons en présence de cette délégation qui est venue de loin pour nous. Comme la maman vient de le dire, ça fait un certain temps que nous sommes ensemble à Dijon ici. Tous ensemble pour un seul combat. S'épanouir là où on a mis nos pieds. Voir nos enfants devenir l'avenir meilleur demain pour nous les parents. Et c'est ce souci qui nous détient dans cette ville. Tout le temps, quand nous sommes là, ensemble, nous voyons les enfants et en tant que maman, ce souci vraiment nous tient à cœur toujours. De voir les enfants dans la rue, de voir les enfants qui ne réussissent pas et pourtant il y a toutes les opportunités pour les enfants pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui retient nos enfants de ne pas s'épanouir? Qu'est-ce qui empêche nos enfants de ne pas aller de l'avant? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça le souci de toute maman, de tout parent. Je m'appelle Papa Kachabala Jean Marcel. Je suis vraiment très joyeux de pouvoir vous recevoir dans cette ville de Dijon. À Dijon, j'ai totalisé environ 20 ans aujourd'hui. Et je m'occupe justement de l'Église catholique. J'ai toujours été associé dans les problèmes de notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous parler parce que je viens d'être opéré. On m'a attrapé avec que mon cœur ne fonctionne pas bien. Ça fait 7 jours aujourd'hui. Mais compte tenu de l'importance du problème, j'ai jugé de m'approcher à côté de vous pour entendre ce que vous pouvez peut-être ensemble on peut se trouver un peu des idées à débattre. J'ai eu une vie bien différente que tous les jeunes gens de bonne famille ont eu en France. J'ai perdu mon père à 12 ans. Je vivais au Grésy, un peu comme ici, et on s'est vite rendu compte, parce qu'on était 7 garçons, que c'était très dur pour notre mère de pouvoir continuer gentiment, intelligemment, socialement, chrétiennement, parce qu'on était chrétiens, l'éducation pour que ces enfants, ces 7 enfants, aient une vie normale. Et là, c'était décuplé depuis la mort de notre père. On s'est rendu compte de la difficulté qu'on peut avoir dans des grands ensembles, qu'on en a dans toutes les banlieues, hein, pour des gens qui sont, depuis les années 60, oubliés du reste de la ville. Voilà. J'ai connu ça, j'ai une expérience de ça, je peux aiguiller beaucoup de gens, de jeunes enfants, d'adolescents, de parents, pour trouver une voie, une activité vraie, sérieuse, qui peut leur amener à d'avoir des débouchés dans la vie, tout à fait honnête, professionnelle, réussissante. Voilà. Merci. Nous avons pris un moment pour nous présenter. Maintenant, nous allons vous présenter Maman Justine Pouyo Kassavougou. C'est une maman que tout le monde appelle maman. Elle n'a pas d'autre mot que maman.
Parce que si on met maman Justine, c'est pas vraiment ça. Mais si nous disons seulement maman, la maman, les fruits de mes entrailles est béni. Je dis seulement une maman que ses fruits est béni. Parce qu'elle a des enfants dans le monde entier. Et nous aussi, vous tous, nous sommes ses enfants. Et cette maman-là, elle s'est déplacée de Belgique jusqu'à Dijon. Parce qu'elle savait qu'il y avait ses enfants à Dijon. Il fallait qu'elle vienne lui rendre visite. Il fallait qu'elle vienne dire que, oh mes enfants, moi la maman, je suis là. Et les enfants, la diversité. Les enfants du monde. Alléluia. Et je vous remercie et vous le présenterez notre maman, votre maman, la maman du monde, Maman Justine Poyo Kassavubu. Bon, merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci beaucoup. Oui, effectivement, lorsque vous m'avez adressé cette invitation, comme je le fais assez régulièrement, j'ai estimé qu'il y avait certainement une urgence parce que nous faire venir pour parler d'un sujet tel que vous l'avez exprimé, diaspora, jeunesse, quel avenir. Oui, je me suis sentie concernée, tout simplement, parce que comme présidente de la diaspora congolaise des 5 continents, je me suis dit, mais c'est peut-être une occasion d'aller échanger, d'aller aussi suggérer, mais surtout peut-être d'aller expliquer. Parce qu'il y a certainement des causes auxquelles on ne pense plus, mais qui peuvent expliquer justement les situations que nous traversons aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette question de la diaspora. Je suis un peu décontenancée parce que il me semblait que le problème ici se pose plus en termes de jeunesse. Mais je suis tout de suite consolée de voir que les vrais responsables de cette jeunesse se trouvent ici. Et donc, vous, les parents, les adultes, alors ma tâche sera nettement simplifiée parce que, évidemment, j'aurais eu un peu plus de mal à adapter une théorisation du discours par rapport à notre jeunesse, ne connaissant pas les origines des uns et des autres. Mais ici, je pense que nous partageons tous et toutes les mêmes intérêts, ceux d'être parents. Et donc, je crois que ma tâche sera nettement beaucoup plus simplifiée. Mais en même temps, en tant que sociologue, parce que c'est ma formation, on ne se sépare jamais de ce qu'on est devenu ou de ce qu'on continue à être. J'avais quand même privilégié une approche assez empirique, mais rassurez-vous, je ne vais pas être très compliqué dans les explications, mais je me disais quand même qu'il fallait sans doute situer la question de la diaspora d'abord en termes de diagnostic peut-être, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui nous avons une jeunesse ici en Occident, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, et pourquoi est-ce que nous éprouvons énormément de difficultés à remettre nos enfants égarés sur les rails, à repêcher peut-être ceux qui le sont, et à anticiper pour que ceux qui arrivent dans les générations futures ne tombent pas dans les mêmes difficultés. Bien, alors, en étant congolaise, je suis évidemment poussée à vous parler de l'expérience que les mamans congolaises en diaspora vivent. Mais à partir du moment où le phénomène de migration ou d'immigration nous touche tous, je pense que ce qui est applicable pour la maman congolaise que je suis en diaspora est certainement aussi applicable dans nos pays respectifs. Je vois ici, rien que par l'assistance, je vois que je peux parler aussi bien pour le Maghreb que pour l'Afrique occidentale et peut-être un peu plus loin aussi, les dom-toms, hein, comme on a l'habitude de le dire ici en France. Alors je pense que nous avons tous les mêmes problèmes. Donc, le phénomène migratoire, à mon avis, qui nous oblige aujourd'hui à nous pencher sur cette question, nous pose quand même une exigence d'examiner les causes qui nous ont amenés ici.
je pense qu'il y a une diaspora qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités, peut-être parce que c'est une diaspora qui s'est formée parce qu'il y a eu des persécutions dans le pays d'origine. Mais il y a aussi une diaspora qui s'est forgée parce qu'on est venu ici pour faire des études. Et peut-être aussi que des raisons économiques qui étaient liées. Alors évidemment, ça donne des motivations qui orientent les parents d'une certaine manière et qui les désorientent aussi d'une autre manière. Alors, est-ce qu'il y a une conscience de groupe qui peut justifier la manière dont on peut éduquer les enfants ou les récupérer ou en tout cas les contrôler ou les encourager? Bon, là c'est quand même un élément un peu difficile parce que les objectifs peuvent différer selon la culture d'origine. Or, il y a tout le temps une confrontation, une dualité entre nos cultures d'origine et la culture du pays d'accueil. Et quel est le choix? Quelle est la fixation que nous faisons, nous, comme parents, par rapport à la culture du pays d'accueil? Autrement dit, quelle est la capacité que nous acceptons de nous intégrer ou de refuser cette intégration? Et quelle est notre tendance à nous sédentariser par rapport à nos valeurs d'origine et à rejeter les valeurs du pays d'accueil? Et voilà des foyers de conflit qui se dessinent à l'horizon. Alors, par rapport à ce cadre de départ, je pense que notre jeunesse, aujourd'hui, ce n'est pas simplement la jeunesse en termes d'âge, les petits-enfants, mais il y a aussi la jeunesse tout simplement parce que notre diaspora est une diaspora jeune. Je crois que nous ne sommes pas une diaspora séculaire, nous sommes une diaspora née d'abord des indépendances, mais peut-être, si je peux un petit peu aller un peu plus loin, une diaspora née aussi des conséquences de la colonisation. Nous avons tous été des membres de pays colonisés. Et donc, ça crée une diaspora qui a peut-être d'autres motivations. Et donc, une conscience aussi qui n'a peut-être pas les mêmes attachements et qui produit aussi un autre impact par rapport au pays d'accueil. Et ça nous amène à nous interroger sur la capacité que nous avons de définir un horizon, de définir un avenir pour nos enfants. Est-ce que nous-mêmes, en arrivant ici, nous nous sommes vraiment intégrés? Est-ce que nous avons accepté la culture du pays d'accueil? Ou bien est-ce que nous sommes restés figés par rapport à notre pays d'origine, en essayant peut-être de voir quelle est l'équation qui existe encore ou qui subsiste entre les pays colonisateurs hier et devenus pays d'accueil aujourd'hui? Les liens d'appartenance, le rapport de force entre la multiculturalité, ça, évidemment, ce sont des questions que nous n'avons peut-être pas réglées, nous-mêmes parents, et qui se transposent justement dans la difficulté à maîtriser le destin de nos enfants. Alors, je crois qu'il y a quelques communautés dont on peut s'inspirer par des exemples qui nous ont montré que la meilleure manière peut-être de gérer l'avenir de nos enfants, de les encadrer ou de les recadrer, c'est d'avoir une communauté en diaspora qui soit structurée. Alors, si je regarde les diasporas beaucoup plus anciennes que nous, par exemple la diaspora juive ou certaines diasporas de l'Amérique latine, et peut-être même aujourd'hui à une époque plus récente, les diasporas chinoises, on voit que ce sont des communautés qui sont très très soudées, qui sont très structurées et qui arrivent à imposer l'acceptation de leur modèle de société en miniature parce qu'ils ne dérangent pas, mais ils préservent leur culture dans le pays d'accueil. Et cette volonté, cette détermination peut forcer aussi le respect, d'où l'acceptation aussi par le pays d'accueil que ces structures puissent effectivement devenir tout à fait opérationnelles. Donc je crois que notre difficulté à nous, parents africains ou maghrébins, je pense, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment mesuré la qualité que peut produire une conscience de groupe assez solide, assez consistante. Et ça nous amène évidemment à revoir un petit peu les modèles pédagogiques que nous pouvons avoir comme parents et peut-être aussi l'indécision que nous pouvons avoir d'autre part, à ne pas savoir nous-mêmes qu'est-ce que nous pouvons choisir pour nos enfants ou à déléguer à d'autres, à des éducateurs. La première qualité, c'est-à-dire de connaître le choix intime de son enfant
pour pouvoir mieux orienter celui-ci. Alors, je pense que pour nous qui sommes africains, nos difficultés, c'est aussi parce que des pays si jeunes, devenus indépendants si jeunes, eh bien, on n'avait pas l'idée de devenir une diaspora sédentaire. Et d'ailleurs, le terme diaspora, dans ce cas-là, à mon avis, est impropre, parce que notre destin était beaucoup plus orienté vers le fait que nous venions en Occident pour étudier et rentrer dans nos pays qui étaient des nouvelles nations à construire. Et donc, cette notion de diaspora est un petit peu galvaudée, à mon sens, parce que nous n'en avons pas la quintessence de l'esprit structuré, par exemple, des diasporas juives qui sont nées de persécutions au cours des siècles. Et c'est là, à mon avis, toute la différence. Et c'est là, à mon avis, aussi toute l'explication qui convient de percevoir, parce que ce n'est pas que nous ne soyons pas capables, nous-mêmes, de nous structurer, mais je pense que c'est l'histoire qui façonne aussi cette capacité de consolider une conscience de groupe qui permet alors de préserver son modèle, parce qu'on est suffisamment solidaire, on est suffisamment unitaire, pour que les enfants comprennent aussi que en étant issus d'une telle communauté, eh bien, on a intérêt à préserver justement ses origines, parce qu'on se sent plus fort à travers ses origines. Et on est même prêt à ce moment-là à partager les valeurs de cette culture d'origine, parce qu'on est une conscience suffisamment solide. Alors, l'autre difficulté pour nous, c'est qu'on constate que les pays africains, ils ont eu un manque de maîtrise de la prévision démographique, de la prévision des mutations migratoires de leurs propres compatriotes. Tout simplement parce que les régimes politiques qui se sont succédés après les indépendances ne permettaient pas cette prévoyance-là. On devenait indépendant et on croyait qu'on gérait nos communautés sur place. Et on s'est dit, mais en envoyant les meilleurs parmi nous se former en Occident, eh bien, c'était une plus-value au bout de 5-10 ans pour la reconstruction ou la construction du pays. Mais il s'est fait que l'indépendance est devenue plutôt une dépendance parce que nos pays n'étaient pas contrôlés par les dirigeants locaux et que au lieu d'avoir l'émancipation et au lieu d'avoir le développement consolidé, nous avons eu plutôt des dictatures. Et ce sont des dictatures qui ont maintenant redéfini la qualité de diaspora que nous sommes devenus. C'est-à-dire que plus le pays était était entré dans la mauvaise gouvernance, eh bien plus on provoquait maintenant une immigration à l'extérieur. Et donc plus le pays s'appauvrissait, plus on avait aussi des pauvres qui voulaient immigrer. Et donc on n'avait plus des gens qui venaient simplement pour étudier, et donc qui pouvaient peut-être avoir le souci d'encadrer leurs enfants, mais on avait aussi des pauvres de nos pays qui voulaient aussi émigrer pour devenir ici des sédentaires, mais des sédentaires sans objectif par rapport à la qualification dont on a besoin pour le développement. Et je pense que c'est cette difficulté et c'est cette mixité dans la qualification même du personnel démographique de nos diasporas qui explique nos difficultés. Aujourd'hui, vous avez les phénomènes migratoires, hein, des populations entières désœuvrées chez nous, mais qui n'hésitent pas à prendre les bateaux, à mourir en mer. Vous en avez d'autres qui traversent le désert parce que il y a, paraît-il, un Eldorado en Europe. Mais ils oublient qu'il y a des lois sociales, il y a un phénomène d'intégration, il y a toute une série de conditions de vie, de modèles de société dans lesquels il faut absolument s'intégrer pour pouvoir s'en sortir. Et on ne peut pas s'en sortir si on n'avait pas une vision au départ. Donc je pense que nos responsabilités sont engagées. Alors, par rapport donc à ce schéma que je suis en train de brosser ici, il y a eu donc, à mon avis, une diaspora qui justifie cet état de fait, tout simplement parce qu'on n'a pas de raison de rentrer, puisque la gouvernance n'est pas bonne. Alors il y a aussi une diaspora qui assiste à la situation sans apporter une correction.
Et puis vous avez une diaspora finalement qui encourage cette situation tout simplement parce que c'est une diaspora non pas issue de persécution, non pas issue d'ambition d'études, mais tout simplement une diaspora qui est issue de la nouvelle oligarchie qui règne dans nos pays. Alors là, évidemment, la responsabilité dépasse maintenant nos frontières et c'est là que je pense que vos associations ont absolument besoin de se poser la question ou de poser la question aux autorités des pays d'accueil. Parce que finalement, la question brûlante de ce désœuvrement de notre jeunesse ici, mais c'est parce qu'il y a des causes lointaines, mais qui s'expliquent par une gestion d'aujourd'hui contemporaine où des dirigeants qui poussent leur population à cause de la misère et de la mauvaise gouvernance, qui poussent leur population vers l'exil, donc vers la diaspora existante, mais ce sont des dirigeants qui sont encouragés par des dirigeants d'ici. Et alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on parle du phénomène migratoire, on veut fermer les frontières, oui. Mais on ne s'interroge pas, mais comment est-ce que ces frontières sont devenues poreuses? Mais c'est tout simplement parce qu'on encourage ceux qui, dans les pays du Sud, poussent leur population à l'exil. Donc il y a une sorte de mauvaise gouvernance, je dirais, dans la philosophie politique dans les pays d'accueil, qui fait que trop de copinage ou trop de complaisance avec les dictateurs de nos pays, eh bien ça crée justement ce trop-plein migratoire. Alors, je pense qu'ici, nos enfants que nous n'arrivons pas à encadrer, mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes désemparés. On n'était pas venus pour rester. Mais nous sommes obligés de rester. Et certains commencent même à mourir. Les cimetières ici en Europe, maintenant, il y a beaucoup de Noirs qui sont enterrés dans les cimetières d'ici. Ce n'était pas un phénomène qu'on constatait dans les années 60. Donc, cela veut bien dire qu'il y a un problème qui est dû non seulement aux lacunes qu'accusent nos pays, mais ce n'est pas non plus à 100% des lacunes de parents qui sont désemparés par rapport à une situation incontrôlée, mais c'est aussi dû à un environnement politique général, global, macro-politique, dirais-je, qui conditionne tout cela. Donc ça nous amène aujourd'hui à nous poser la question, est-ce que le moment n'est pas venu d'interpeller toutes les directions politiques des pays avec lesquels nous avons des relations? Ici en France, moi j'ai entendu à une époque pas si lointaine, un dirigeant célèbre français dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Mais l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, mais elle a subi les conséquences de l'histoire de la manière la plus difficile, la plus pénible, parce que justement, n'étant pas suffisamment entrée dans l'histoire, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'après tout, les monuments des soldats inconnus, il se peut aussi que ce soit un noir qui soit enterré, parce qu'il y a eu beaucoup de Noirs qui sont venus dans les armées françaises, armées même italiennes, hein, pour se battre pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc après tout, le soldat inconnu mérite bien son nom, parce qu'il se peut que ce soit aussi un Africain, un Noir qui gise là. Donc ça veut bien dire que je crois que les problèmes d'éducation de notre jeunesse en diaspora, je pense qu'aujourd'hui, ça dépasse l'incapacité que nous avons justement à gérer cette situation. La délinquance qui s'installe dans nos quartiers, ce n'est pas une délinquance intrinsèque, mais je crois que c'est une délinquance qui est née de la difficulté des parents que nous sommes à porter le projet social qui était le nôtre au départ, tout simplement parce qu'on est coincé. D'un côté, un pays ou des pays qui ne se développent pas parce qu'il y a une oligarchie, mais laquelle oligarchie est encouragée par les dirigeants d'Europe qui veulent maintenir justement ces pays sous contrôle en oubliant qu'en réalité, ils devraient encourager la démocratie dans nos pays. Parce qu'à ce moment-là, il y a une rotation régulière, comme vous les avez ici en France ou en Belgique, où des élections régulières viennent un petit peu juguler tous les excès. Hein, et on peut quand même se dire que on a plus ou moins une garantie que ce sont des élections qui se passent plutôt bien. Et donc, au lieu de promouvoir la démocratie et donc le développement sous une gouvernance bien maîtrisée, on préfère privilégier une oligarchie, mais alors l'oligarchie provoque la misère provoque les migrations, et alors on se plaint ici que les frontières n'assurent pas la sécurité des citoyens. Et donc, je pense qu'il y a une hypocrisie dont il faut absolument faire sauter les verrous, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que moi, je vous assure que, Congolaise que je suis,
je rencontre beaucoup de parents de par le monde qui sont comme moi et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer dans nos pays. Mais on ne peut pas non plus rentrer dans nos pays si la sécurité n'est pas garantie. Alors, gérer ces incertitudes, gérer l'éducation de nos enfants, ça devient vraiment une difficulté majeure. Alors, les associations sont là, c'est très bien, je vous félicite. Les communautés d'initiative dans les quartiers, c'est très bien. Les HLM qui n'arrivent pas à contenir les enfants ou des enfants qui deviennent des voyous parce que la drogue passe aussi par là. Mais tout cela, je suis tout à fait consciente que ce sont vraiment des problèmes. Mais je crois que le trop-plein qu'il y a dans les HLM, c'est justement des candidats pour rentrer chez nous, à mon avis. Mais il faut favoriser justement la démocratie dans nos pays. Il faut que l'Europe comprenne que son salut viendra de la démocratie en Afrique et non pas du maintien des oligarchies. Parce que tous ces problèmes-là qu'il y a dans les quartiers, c'est tout simplement parce qu'on a disqualifié des parents qui étaient au départ, qui étaient responsables pour leurs enfants. Alors, pour moi, le problème, il va évidemment au-delà de ce que nous disons ici, parce qu'il y a des problèmes de géopolitique aussi, qui expliquent pourquoi certains pays se comportent de telle ou telle manière par rapport à l'Afrique. Évidemment, nous sommes un réservoir de matières premières, mais les matières premières ne devraient pas justifier que la démocratie puisse s'exercer en Occident et que chez nous, on sacrifie des populations en encourageant les oligarchies. Et donc, à mon avis, ce sont des problèmes qui peuvent être gérés si, au sommet de ces problèmes, on arrivait justement à faire accepter une équation. C'est-à-dire que ce qui est bon en Occident, au nom du droit de la démocratie et de la morale, doit aussi pouvoir être bon pour l'Afrique au nom du droit de la démocratie et de la morale. Si on accepte cette équation, à mon avis, nous allons élaguer beaucoup de problèmes inutiles qui se passent dans les quartiers ici en Europe. Alors j'aimerais aussi ajouter une chose, c'est que moi je constate que plus la culture d'un pays d'origine en Afrique est plus ou moins en symbiose avec un pays occidental, si on prend par exemple les pays qui ont été colonisés par les francophones, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différences en termes de valeurs universelles que nous partageons. Et vous constaterez aussi qu'il y a une difficulté à ce que la France accepte que ces pays soient démocratiques, du moins jusqu'ici. Comment expliquer cela? Et là où moi je fais intervenir aussi le taux d'hypocrisie ambiant, c'est que la francophonie, par exemple, nous qui le sommes, eh bien, on vante cette qualité, on vante cet atout, mais lorsque la France a besoin de cette francophonie, mais lorsque cette francophonie a besoin de la France pour que l'espace gigantesque qu'on a dans nos pays soit réoccupé par le trop-plein de nos populations ici, mais la France est absente. Elle est plutôt au rendez-vous de ceux qui veulent semer la mauvaise gouvernance et l'oligarchie. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à l'heure de vérité. Nos pays, je crois que nous n'allons pas mourir. Il faut qu'on refuse de mourir ici parce qu'on est débordé par l'éducation de nos enfants. Il faut que nos enfants aient les mêmes chances. Et là, j'aimerais maintenant introduire un nouveau chapitre par rapport aux chances qui sont accordées à nos enfants, pour qu'on puisse comprendre aussi le désarroi de ces jeunes qui déambulent un peu partout. Quel est l'horizon qu'on leur offre ici? Une fois qu'on a dit, voilà, vous êtes intégrés. Quelles sont les capacités? Mais ils se rendent compte que le taux d'intégration ne suffit pas. Il n'est pas déterminant. Mais que le taux d'intégration, le taux d'acceptation, c'est beaucoup plus par rapport au faciès, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui luttent contre ça, qui luttent officiellement contre cela. Mais il y a une sorte d'ADN de fonctionnement qui fait que ça intervient quand même. Et donc, nos jeunes n'ont pas les mêmes chances au bout du chemin. On leur dit aujourd'hui ici qu'ils doivent être formés, qu'ils doivent être qualifiés. Mais lorsqu'ils sont qualifiés, il y a encore une sélection. Il y a une différence. Moi, je remarque par exemple en Belgique, nous avons beaucoup de Congolais immigrés de la diaspora qui ont été formés. Il y en a même qui ont commencé ou terminé l'école primaire en Belgique jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez du mal à trouver des médecins-chefs. Et puis, vous avez du mal aussi à trouver des médecins qui peuvent exercer tout en ayant la possibilité aussi de s'offrir des vacances en plein jour. Non, vous allez les trouver toujours
comme médecin de garde, donc à des heures indues. Vous allez aussi trouver beaucoup d'infirmières, souvent de nuit. Et quand vous allez un peu plus au fond des choses, eh bien c'était un choix entre une Belge de souche et une Belge noire. La Belge de souche, elle préfère travailler le jour. Et qu'est-ce qui reste pour les immigrés? Eh bien c'est tout ce qui est pénible. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dupes de cette différence qui est toujours exercée sur nos enfants. Alors, il y a aussi le risque que nous avons, c'est-à-dire que c'est de faire croire ou de laisser croire à nos enfants que ici c'est l'Eldorado. Ce n'est pas l'Eldorado. Le seul Eldorado possible, c'est la possibilité de rentrer chez nous. Parce que ici, un diplômé, combien il va gagner? L'horizon n'est pas très réjouissant. Mais par contre, si vous avez un médecin vraiment très qualifié, si vous avez un ingénieur très qualifié, il gagnera autant, enfin beaucoup plus chez nous. Et là où justement je vais encore expliquer qu'il y a des difficultés qui font que nos jeunes sont dans le désarroi, c'est parce que dans une coopération intelligente, dirions-nous, vous avez maintenant des coopérants blancs qui vont dans nos pays, qui viennent, soi-disant parce qu'ils nous apportent le complément de développement que nous n'avons pas, ou parce que nous n'avons pas eu assez de gens formés dans cette matière-là. Mais qu'est-ce qu'on constate? La disparité dans les salaires. Le coopérant à diplôme égal gagne 2 ou 3 fois plus que le Congolais ou l'Africain qui a le même diplôme et qui avoue la même compétence, la même expertise. Donc, nous sommes asphyxiés de toutes parts. Alors, moi je dis, tout simplement, c'est pas seulement parce que je suis femme politique, mais il faut voir les causes là où ces causes démarrent. Et pour moi, les causes sont éminemment politiques. Alors, c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre. Et chacun et chacune a certainement un relais dans ce domaine-là pour interpeller qui de droit. Parce que il ne faudrait pas qu'on crée l'emploi ici en multipliant des associations qui gèrent toutes ces questions, parce qu'il faut juguler l'emploi, alors que cet emploi peut être utilisé autrement parce qu'on aura favorisé le terrain équivalent chez nous. Et Dieu sait si l'écart est tel que il n'y aura jamais un trop-plein. Dans un contrat bien négocié, des coopérants qui auraient pu aller dans ces associations ici peuvent très bien trouver un emploi chez nous, parce que nous avons un tel décalage que on ne peut pas prétendre occuper tous les postes et qu'on aura toujours besoin d'une expertise qui vienne de l'extérieur. Alors, moi je dis que à partir de là, notre jeunesse qui se sent bloquée et nos ingénieurs, nos experts qui se sentent disqualifiés, qui se sentent dévalorisés, eh bien, ça ne favorise pas une responsabilité parentale maximale, optimale. Il y a des défaillances à cause de cela. Il y a trop de frustration. Ce n'est pas simplement les enfants qui sont mal encadrés, mais ce sont aussi les parents qui ne savent pas maintenant comment se défendre par rapport à une administration qui les a accueillis, qui leur donne la garantie de la sécurité sociale, mais qui ne leur donne pas la garantie d'être dignes, ou en tout cas la garantie d'avoir l'ambition que ceux qui leur donnent cet emploi ou cette sécurité sociale ont dans leur pays, dans leur propre pays d'origine, voyez-vous. Donc, voilà. Alors, pour moi, l'élément maintenant culminant par rapport à tout cela, évidemment, c'est la refonte de l'éducation. Parce que de toute façon, le contenu de l'éducation doit intervenir. Et là, je pense que ce n'est pas simplement une responsabilité du choix des parents, mais je crois que l'éducation doit être repensée, mais alors de fond en comble. Mais aussi, là, ça dépend de la gouvernance de nos pays. Et ça dépend aussi de la coopération des pays d'accueil avec nos pays d'origine. Parce que quel est le pronostic de nos pays par rapport aux 10 ou 15 ans qui vont venir dans tel ou tel domaine? Est-ce que nous avons déterminé le nombre d'ingénieurs dont on aura besoin? Est-ce que nous connaissons la densité de la population avec exactitude pour savoir s'il est utile que des médecins diplômés ici rentrent chez nous et qu'on les puisse les orienter vers les zones rurales sans qu'ils soient, disons, frustrés? Parce qu'il n'y aurait pas, disons, une politique d'accompagnement des dirigeants
par rapport à cela. Donc vous voyez que tout est à faire, hein. Ce n'est pas un sujet qu'on peut terminer ici, mais voilà un petit peu par ma réaction quelques pistes autour desquelles je crois qu'il est bon de penser. Donc je me résume en disant tout simplement que nos parents en diaspora, nous avons une responsabilité. Mais ce n'est pas une responsabilité qui nous est simplement propre, mais c'est une responsabilité qui dépend aussi de la manière dont les pays d'accueil peuvent accepter notre capacité de nous émanciper dans nos pays d'origine pour que nous y retournions et que nous vidions un peu les HLM qui sont ici. Parce que finalement, c'est ça le choix fondamental. Hein? Ce n'est pas de se cramponner ici, de se cantonner ici, de se sédentariser ici. Non, non, non. C'est la possibilité de retourner chez nous. Et c'est cette possibilité qui doit être libérée. Et à mon avis, elle n'est pas libérée. Parce que si on veut continuer à piller nos pays, excusez-moi, je ne dis pas que tous les pays pillent, mais la logique dans le résultat, c'est celle-là. Si on veut continuer à piller nos pays, alors on encourage l'oligarchie. Mais si on encourage l'oligarchie, eh bien on ouvre la porte à l'immigration. Et Mme Le Pen aura tout à fait raison d'exister et de subsister, parce qu'elle posera les vrais problèmes autour de ces questions. Et il ne faudra pas qu'on la rejette, parce qu'elle voit clair dans ces questions-là. C'est parce qu'on ne libère pas la démocratie dans nos pays que le phénomène migratoire se pose ici. Donc, à mon avis, les gilets jaunes posent des problèmes d'ordre social ici, mais peut-être que demain, il faudrait des gilets oranges pour poser les problèmes liés au phénomène migratoire. Parce que les vraies questions, c'est, sommes-nous, comme pays occidentaux, prêts à libérer la démocratie dans les pays du Sud et à traiter d'égal à égal avec ces pays en payant les matières premières au prix qu'il convient pour que ces pays s'en sortent et qu'on vide un peu le trop-plein de la migration ou de l'immigration qu'il y a dans nos pays ici. Donc voilà un petit peu, mes chers amis, ma chère Madame la Présidente, ce que je pouvais dire, en étant évidemment consciente qu'on n'a pas du tout épuisé le sujet, on n'a fait que effleurer la matière. Et donc, à mon avis, les parents que nous sommes ici, les mamans que nous sommes ici, vont certainement trouver matière à réflexion, mais en tous les cas, interpeller les autorités d'ici pour qu'ils fassent pression au Palais Bourbon, c'est ça, Palais Bourbon, là où tous ces hommes de loi exercent leur impérium, hein? Donc qu'ils puissent exercer la pression sur tous ces grands hommes, de manière à ce que l'Afrique se réapproprie sa dignité, et qu'elle se réapproprie sa souveraineté, de manière à ce que, eh bien, Mme Le Pen n'ait plus autant de chapitres, c'est parce que c'est eux-mêmes qui lui donnent ce chapitre. Et ce n'est pas elle qui force la chose. Et donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est pas facile. Alors, peut-être une seule chose. Je suis aussi écrivain. Je me suis permise d'amener un livre que j'ai écrit qui va au-delà du problème que nous évoquons ici, mais qui explique que dans le monde, il y a toujours deux possibilités d'aider l'Afrique. Et ce livre que j'ai amené parle aussi de ça. C'est « Et si Kennedy était mort pour l'Afrique ?» Vous allez me dire « Oui, madame, ce n'est pas notre sujet. » Oui, dans le titre, ce n'est pas le sujet. Mais dans le contenu, ça peut rejoindre notre sujet. Parce que j'aborde ici le programme que le président Kennedy avait pour l'Afrique au moment où il préparait sa campagne électorale. Hein? Il avait intitulé son programme « Une stratégie globale pour la paix ». Et cette paix passait justement par la capacité de l'Occident à accepter que nos pays se développent, que nos pays s'émancipent, pour que nous puissions avoir une éducation de nos enfants qui soit localisée pour le développement sur place. Et donc, c'était un début de réponse à l'anti-phénomène d'immigration. Malheureusement, cette personnalité politique a été assassinée et ce projet a disparu avec sa mort. Et donc, après lui, c'était plutôt la guerre, stratégie de la guerre. Et la guerre a amené dans nos pays ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, le phénomène de l'immigration, c'est une conséquence du choix politique des pays occidentaux. Et donc, voilà. Alors,
vous avez certainement des jeunes qui sont assez mûrs aujourd'hui pour lire. Ben, vous nous ferez un plaisir de soutenir notre propre travail en achetant ce livre qui ne coûte que 10 €. Voilà, je voulais juste dire cela et je vous remercie. Merci. Oui, ce que vous me dites, je l'ai entendu déjà il y a 30 ans de la part de mes amis algériens, africains. Non, mais maintenant, pour nous, on est compréhensifs, on est des parents, on comprend ça. Mais la génération de maintenant, comment elle va comprendre ça? C'est ça, c'est une question, mais je n'ai pas eu de réponse. J'aimerais bien, si la dame elle me... Merci. Très belle question. Merci beaucoup. C'est une... Bon, c'est une excellente question et je sais que c'est une brûlante réalité. Mais je pense que une partie de la réponse, peut-être, pourrait sans doute être un déficit qu'il y a eu dans nos pays, de considérer que l'apport de ceux qui ont émigré pour des raisons ponctuelles de formation, d'éducation, pouvait apporter quelque chose au pays. Hein. Et je crois que c'est le fait que, en venant ici acquérir une formation spécialisée, dans des sociétés qui évoluent très très vite, forcément on acquiert aussi une capacité de modèle de vie qui est adaptée au pays d'accueil. Et peut-être qu'en rentrant, ce décalage fait que on peut apparaître comme étant un peu arrogant, alors qu'on n'est pas arrogant, on est simplement en train de vivre selon les standards qu'on a atteints dans le pays d'accueil. Alors, je pense que là, c'est certainement un problème qui peut être un peu jugulé si, dans nos pays, il y a une démocratie correcte. C'est la raison pour laquelle moi je dis que nos pays n'ayant pas été encouragés à avoir une bonne gouvernance, à accepter la démocratie, mais pas seulement parce qu'il y a des gens qui sont un peu fous, mais tout simplement parce qu'il s'est créé une sorte de copinage et d'oligarchie interdépendant entre nos dirigeants qui étaient en amitié avec certains dirigeants occidentaux, qui ne voyaient pas les indépendances comme un droit de souveraineté accepté, mais plutôt comme un droit de souveraineté à contrôler. Parce qu'on veut encore continuer à gagner sur les matières premières de nos pays à des prix absolument dérisoires. Tandis qu'en laissant la démocratie évoluer, évidemment, on aura alors aussi des parlementaires qui vont négocier des prix justes. Et c'est peut-être cette tricherie qui a fait que le décalage fait qu'on n'accepte pas facilement nos communautés devenues intégrées, mais qui reviennent au pays. Donc là, moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Je crois qu'il faut bien diagnostiquer le problème et peut-être qu'il y a un espace autre où on peut être utile dans son pays par rapport à l'expertise qu'on a acquis dans le pays. Donc, moi, je vois là un encadrement beaucoup plus politique, une explication beaucoup plus politique et la manière dont nous allons y répondre dans les années qui viennent de façon correcte, va pouvoir diminuer justement cet élément que vous êtes en train de citer. Mais c'est vrai, même nous qui sommes beaucoup plus au sud que vos pays, nous qui sommes en Afrique subsaharienne, on remarque aussi cette situation. Mais il y a aussi la tentation de ceux qui sont venus en Europe d'avoir atteint une sorte de promotion sociale, parce qu'on considère aussi comme promotion sociale le fait de devenir immigré, d'être dans la diaspora. Bon, ça crée aussi parfois des déréglages dans un comportement et qui frustrent aussi ceux qui sont restés sur place et qui empêchent justement l'évolution, la convivialité locale. Mais vous avez tout à fait raison, ce sont des problèmes, mais qui peuvent être gérés. Je crois que ce qui est beaucoup plus grave... C'est gênant. Oui. Pour nous, c'est gênant. C'est vrai. Parce qu'on est dans le pays, on ne le considère pas pour que les personnes là-bas. On est toujours des étrangers pour eux. Oui. Par exemple, moi je parle de ça, niveau administratif. On demande des papiers, c'est pas pareil que pour les gens qui habitent là-bas.
Parce que par contre, pour les personnes qui sont résidées là-bas, ils demandent toujours des papiers plus que les autres. Pour quel sujet? Mais justement, là, vous dites l'administration, mais l'administration est gérée par une autorité politique. Eh bien, c'est l'autorité politique qui doit réglementer tout ce qui ne va pas à la base. Ce qui fait qu'on n'est pas accepté pour eux. Oui, mais je pense que à ce moment-là, il doit y avoir aussi, dans l'autre sens, une conscience de groupe suffisamment déterminée pour revendiquer un droit qui est légitime. Et s'il y a cette mobilisation, je vous assure que les choses peuvent évoluer. Donc il faut aussi créer une sorte de conscience de groupe à l'inverse, Oui. hein, pour que l'autorité locale... Mais il faut des personnes qui sont du courage. Mais justement, toutes les luttes, madame, naissent du courage politique. Et souvent le courage n'exige pas qu'on soit une centaine. Ça part toujours de... Il peut pas... Pardon? Quelqu'un tout seul, il ne peut pas faire des choses. S'il n'y a pas un groupe, une association... mais justement, mais il ne faut jamais être une centaine non plus pour arriver à créer une sorte de logique de mobilisation. Souvent, ça part d'une poignée de personnes qui sont suffisamment soudées, qui sont suffisamment convaincues de la cause et à partir de là, peuvent drainer les autres. Oui. Évidemment, là, ça nous ramène au problème du leadership. Lorsqu'on a un leadership reconnu, eh bien, on peut mobiliser les foules. J'ai dit merci à mon Dieu parce qu'aujourd'hui, il a permis que nous soyons ici tous ensemble. Et de cette façon qu'il a permis de notre maman de devenir de Paris, de Belgique, de revenir jusqu'ici à Dijon. J'ai dit merci à mon Dieu. Moi, maman, la maman de Dijon, j'ai beaucoup de soucis. Par rapport à Bissou africain. La façon que nous, les Africains, réagissent dans beaucoup de choses. Nous, les Africains ou les Africaines, nous, les gens des diasporas, nous avons beaucoup de soucis et de difficultés. Notre souffrance, ça vient auprès des gens qui nous gouvernent ici, à premièrement, je vais voir d'où je viens, dans mon pays natal, dans mon pays Congo, qui l'appelle. J'ai bien compris que la maman nous a dit que c'est l'histoire des enfants. Il y a des sortes de la situation. Les enfants africains et les enfants européens. Si nous les mamans, les parents, nous voyons nos enfants, comment ils sont devenus. Nous les parents, nous avons vraiment une grande souffrance. Nous pleurons. Nous, en Afrique et ici, nos enfants sont devenus des délinquants, des enfants déboussolés à cause des responsables de tous ces pays. Moi, mon pays, on me dit que... On me dit pas, moi je suis né dans un pays très riche. Je m'appelle richesse. Dieu a libellé la grâce dans ce pays qu'on appelle. Nous avons beaucoup de grâce et beaucoup de faveurs, beaucoup de matières premières. Mais cette matière première, cette grâce n'appartient pas au peuple. Il y a une question? Bon, je pense que l'intervention de la maman démontre très bien que le problème est politique, hein, qu'il y a une préoccupation d'ordre politique pour résoudre justement les problèmes de notre jeunesse, de nos enfants. Alors, elle fait bien la distinction entre l'éducation qu'on donnait à nos enfants, c'est-à-dire la capacité d'exercer l'autorité parentale dans toute sa rigueur, évidemment dans les limites de l'acceptable, et la capacité de l'autorité parentale dans un contexte européen. Alors, j'ai bien compris que le droit ici va à l'encontre de cette autorité parentale. Par contre, chez nous, ce n'était pas le cas. Et donc, elle me pose bien la question, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, moi, je pense que c'est vrai que là où il y a un excès de droit, évidemment, ce n'est jamais bénéfique pour nos enfants. Mais ça nous ramène aussi à notre propre choix fondamental.
Moi, je disais tout à l'heure que nous n'étions pas destinés à être sédentaires en diaspora. Nous, les Africains, c'était pour reconstruire ou construire nos pays devenus indépendants. Et donc, c'est peut-être ça le choix qui pose problème. Devons-nous continuer à rester ici ou avons-nous eu raison, certains parmi nous, de rester ici alors qu'on avait peut-être le choix d'aller sur place et, bon an, mal an, d'essayer de se battre sur place pour que les systèmes politiques changent. Je pense que là aussi, il y a un déficit de responsabilité qui nous incombe. Parce qu'il y a eu beaucoup de courageux qui ont tenté l'expérience, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été suivi de succès. Et j'ai dénoncé tout à l'heure la complicité qu'il y a toujours eu entre nos dirigeants depuis les indépendances et les dirigeants occidentaux qui se complaisaient à avoir des oligarchies sur place. Donc, à mon avis, on ne doit pas trop reprocher à l'Occident d'ériger des lois pour son propre modèle de société, mais on doit plutôt se poser la question, est-ce que nous sommes encore qualifiés pour rester ici par rapport à une éducation spécifique qu'on voudrait donner à nos enfants? Parce que là, ça dépasse le cadre de ces enfants délinquants ici. Vous posez le problème d'un modèle de société. Il y a des lois ici qui interdisent aux parents de gifler leurs enfants, sous peine de voir la police se pointer devant votre porte. Mais on peut aussi préserver notre culture et l'éducation de nos enfants en rentrant chez nous. Et donc là, c'est un choix, c'est un arbitrage qui nous incombe. Je l'ai dit tout à l'heure, les responsabilités sont partagées, mais il est vrai que par rapport à nos pays, il y a certainement un réexamen qu'il faut faire dans les relations que nous avons avec nos anciens colonisateurs, parce qu'il y a quand même une tendance à tricher d'un côté, puisque nous sommes des pays encore en marge, et en tout cas en marche vers une émancipation de souveraineté maximale et de développement intégral. Et donc, ce décalage crée un rapport de force qui nous est défavorable. Et c'est là que certains jouent. Mais je pense que nous pouvons aussi, ayant diagnostiqué le problème, juguler cela. Je crois qu'il y a eu... notre maman s'est confiée au départ, avant même de prendre la parole, qu'elle avait une difficulté à pouvoir maîtriser le français et qu'elle ne pouvait parler qu'en lingala. Donc je ne sais pas si elle a compris. Oui, mais je pense que maman, sans doute, vous comprenez maman, hein, mais peut-être qu'elle a eu la facilité de... Elle a préféré parler en lingala, mais... Elle comprend bien français. Je crois qu'elle a compris. Maman a compris. Mais oui, mais on s'est bien compris. Intégration totale. Vous disiez, ma maman ici, nous, la génération, je pense que je suis plus jeune que moi, mais je suis l'une des plus jeunes de cette assemblée. Nous, la question c'est, on veut bien nous repartir en Afrique, on veut bien aller investir. Mais le problème c'est que ceux qui sont partis avant nous ont beaucoup de blocages. Parce qu'on a l'impression que les richesses, le pouvoir restent toujours entre les mains des mêmes personnes. Alors on a beau ramener, moi personnellement je ne l'ai pas encore fait, mais je connais beaucoup de personnes de ma génération qui ont essayé et qui n'ont pas pu. Parce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les personnes, je veux dire, les mêmes têtes dans les gouvernements, peu importe que, ça soit, que le régime change, on a l'impression que c'est toujours les mêmes têtes. Merci beaucoup. Mais vous savez, la première réponse, c'est l'engagement qui est le mien et qui est aussi l'engagement de beaucoup de mes compatriotes. Je suis engagé en politique depuis des décennies, ça fait pratiquement une trentaine d'années. Je suis engagé en politique, j'ai eu à assumer aussi des responsabilités. Et donc, je n'ai pas hésité à me remettre en question, à me relancer dans le combat à chaque fois que les circonstances me l'imposaient. Tout simplement parce que pour changer les choses, il faut d'abord avoir une vision. Et lorsqu'on a une vision, on s'y accroche, on déploie des efforts pour y parvenir. Mais on n'abandonne pas en cours de route parce qu'on n'a pas atteint le résultat. Parce que tant que la vision reste l'horizon, on doit continuer à se battre pour atteindre cet objectif. Et donc, pour que vous puissiez revenir en Afrique investir, il n'y a qu'une seule solution. C'est que nos pays changent de gouvernance et que nous puissions atteindre un
taux de maturation politique suffisant pour que la démocratie devienne un rouage régulier. Et je crois qu'il y a quand même quelques exemples encourageants, bien qu'il y ait des imperfections ici et là. Des pays comme le Sénégal, bon an, mal an, ça commence quand même à s'imprégner dans les mentalités que, eh bien, la démocratie, finalement, c'est pas si mal parce que les années passent très vite. 4 ans, c'est vite passé. On peut être frustré cette fois-ci, mais attendre 4 ans, une prochaine échéance, une prochaine législature, finalement, ce n'est pas si pénible parce qu'on a le temps de peaufiner un nouveau programme, de consolider un peu ses points de vue et peut-être d'élargir ses alliances pour que la prochaine fois ce soit la victoire. Et donc je pense que nous devons gagner une maturation politique. Parce que lorsqu'on va gagner la maturation politique, je crois que ça ira de pair avec un volontarisme des gouvernants, dans le sens que nos députés sauront que lorsque on bat campagne pour être député, ça veut dire qu'on défend un programme. Ça peut être le programme d'un parti, ça peut être le programme d'un groupe, hein, ainsi de suite, mais on veut être élu parce qu'on a une vision sur tel ou tel problème et qu'on est prêt à se battre pour cela et on demande le suffrage des électeurs pour ce programme-là. Évidemment, après, on doit faire un peu des équilibrages parce qu'il y a d'autres formations qui aussi concourent, mais à un moment donné, on peut quand même avoir une ou deux idées de son programme qui passent parce qu'on s'est battu pour cela. Donc, dans la mesure où nous allons atteindre une maturation politique assez conséquente, eh bien, vous serez bienvenus. Vous serez même encouragés à encourager d'autres à faire de même, parce que le pays voudra alors rattraper le temps perdu, voyez-vous. Donc, moi, mon engagement politique, c'est pour que le Congo change et que dans nos pays, on puisse restaurer la bonne gouvernance et qu'on restaure justement nos valeurs de souveraineté et qu'on sauve aussi notre culture. Parce qu'on est respecté de par sa culture. Et si je dis cela, c'est tout simplement parce que je suis arrivé moi-même à être convaincu que le fait qu'on consolide sa propre culture crée aussi les conditions du dépassement de soi pour aller vers un développement. Regardez un pays comme la Chine aujourd'hui. On a raison, ici ou là, de critiquer la Chine pour certains problèmes. Mais si vous regardez le fait que c'est une société dont la culture est très cohérente, où les ressortissants sont très soudés, hein, eh bien, malgré qu'il y a du socialisme là-bas, malgré qu'on peut déplorer parfois des prisonniers politiques d'opinion, mais vous voyez quand même que la marche du pays va vers le progrès. Hein. Et je citerai simplement un dernier exemple. Il y a 2 ou 3 mois, la Chine a quand même mis pied sur la Lune et donc a marqué un pas supplémentaire que les Américains n'avaient même pas atteint jusque-là. Donc ça veut dire que lorsque on peut s'appuyer sur des valeurs auxquelles on croit, parce que la culture vous consolide dans ces valeurs-là, mais vous êtes capable aussi de conjuguer vos efforts, vos scientifiques vont se mettre ensemble et créer cette symbiose qui permet d'aller plus loin et de faire des exploits. C'est pour ça que la Chine a réussi. Et vous voyez tout de suite l'Amérique qui se mêlait de l'Irak, de l'Iran, etc. Entre-temps, se rend compte que tiens, elle vient de perdre une petite bataille, parce que la Chine vient de marquer un pas supplémentaire vers une frontière qui n'était pas frôlée par les Américains. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant, ils ont fait une déclaration il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois, il faut que dans 5 ans, on retourne dans l'espace. Mais c'est simplement parce que la Chine vient de les dépasser. Et donc ils se sont rendus compte qu'en se mêlant un peu trop des choses un peu qui ne sont pas, disons, primordiales, eh bien, ils perdent la bataille. Mais si la Chine a fait ce pas, c'est simplement parce qu'il y a aussi un socle culturel que la Chine respecte, que les Chinois respectent. Et donc si nous aussi, dans notre socle culturel, nous respectons les valeurs fondamentales, qui ne sont pas d'ailleurs en contradiction avec les valeurs judéo-chrétiennes, pas du tout. Au contraire, s'il y a des populations qui peuvent être en symbiose avec cette civilisation-là, c'est bien nos pays. Donc à partir du moment où on peut respecter notre culture, la restaurer, nous pouvons aussi faire des exploits, parce qu'à ce moment-là, on décuple nos efforts. Hein. Et donc moi, je me rappelle encore quand j'étais à l'université, on nous a enseigné la Gestalt théorie. C'est-à-dire que la somme des parties vaut plus que les individualités. C'est-à-dire que quand on se met ensemble, eh bien, c'est beaucoup plus que ce qu'un seul groupe ou un seul homme peut penser. Donc moi, je crois que c'est ça. Repenser, restructurer et se refonder autour de notre culture, chacune, évidemment, dans nos pays, eh bien, ça crée les conditions de l'impulsion. Et donc, ne désespérez pas, vous êtes très jeunes,
moi, je ne suis pas trop vieille non plus. Et donc, il y a de l'espoir pour vivre ensemble, un avenir meilleur. L'union fait la force. On arrivera. Comme on le dit, quand on éduque une maman, on éduque une nation. C'est ça. Ce que j'ai remarqué chez les mamans, on privilège beaucoup les garçons. Parce que si on voit dans ce pays où nous vivons, le désordre est beaucoup commis par les garçons. Pourquoi? Quand une fille en dehors de la maison à partir de 20 h, la maman panique. Mais quand c'est un garçon de 11 ans, de 10 ans, de 8 ans qui est en dehors de la maison jusqu'à 22 h, 23 h, la maman ne se panique pas. Pourquoi? Et ces enfants-là, ils sont dans les désordres, c'est les garçons. Pourquoi nous les mamans, on privilège les garçons? Parce que les garçons nous rapportent quoi? On a peur des garçons, on a peur d'éduquer les garçons ou on a peur de... Je ne sais pas comment vous le dire. Donc c'est la question que je pose à toutes les mamans ici. Les garçons. Parce que les désordres qui se trouvent dans la drogue, dans tout ce qui se passe, c'est les garçons. Pourquoi on ne doit pas éduquer les garçons? Pourquoi toi, la maman, ne doit pas résister à l'éducation de l'enfant? Parce que c'est ton enfant. Et c'est quand les enfants sont dans les prisons qu'on se plaint, mon fils. Mais quand l'enfant était dehors jusqu'à 22 h, 23 h, un enfant de 11 ans, de 10 ans, les conséquences c'était quoi pour toi? Tu voyais quoi? Et un enfant qui va dehors, de 10 ans, 14 ans, qui ramène l'argent, qui ramène des choses de marque. Qu'est-ce que tu penses toi, maman, que tu ne lui as pas acheté? C'est la question que je dois poser à toutes les mamans qui sont là. Parce que c'est nous qui devons éduquer nos enfants et nos maris. Parce qu'on se laisse beaucoup dominé par nos maris aussi, par les traditions. C'est ça qu'on me le dit. La tradition, ça étouffe beaucoup. On doit sortir de la tradition. Pour faire autre chose maintenant pour dire à ton mari, non. L'enfant, quand l'enfant est en prison, c'est moi qui dois aller tout le temps en prison. Tu n'iras jamais. Mais mon fils, je ne veux pas que mon fils aille en prison. Mon fils, je ne veux pas le voir dans le désordre. Parce que la honte de la maman, c'est quand l'enfant réussit, c'est l'enfant de son père. Quand l'enfant ne réussit pas, c'est ton fils. C'est ce que les hommes nous disent souvent. Et pourquoi nous, les mamans, ne doivent pas résister à cette domination de nos maris pour laisser les garçons la liberté d'être là où ils ne peuvent pas aller, là où ce qu'ils ne doivent pas faire, ils doivent faire. Pourquoi nous, les mamans? C'est la question que je pose à toutes les mamans ici. Dans nos pays des Africains, surtout chez nous au Congo, là-bas, Kinshasa, ici, on parle des gilets jaunes. On parle des gilets jaunes. Les gilets jaunes, on sait qu'on cherche quand même quelque chose pour former pour les pays, notre pays de France, et puis partout, il y a des gilets jaunes. Mais chez nous, là-bas, avec les enfants, là, les groupes de communes, là-bas, c'est ça qui font peur aux gens, surtout quand ils arrivent, ils quittent ici pour aller installer là-bas chez nous, de rentrer chez nous. Alors, le gouvernement ne s'occupe pas de ces groupes-là. On donne la priorité à la groupe de Kounouna là-bas. Comme moi, ce que j'essaie il y avait des remarques le mois passé, je crois au mois de novembre, il y avait une maman qui a perdu son enfant unique à Kinshasa de 20 ans. On a tué puisque la maman l'a envoyé des choses pour se former, pour vendre pour l'école. Intervention et votre appel à toutes les mamans aussi. Je pense que ça s'adresse aux hommes qui sont ici. Mais ça veut dire aussi que nous-mêmes, les épouses, les mamans, ben, c'est encore un champ de bataille pour qu'il faut gagner. Parce que lutter contre cette mentalité, justement, qu'on trouve encore en Afrique, un peu trop souvent, ça demande une persévérance. Et je pense que nous ne devons pas abandonner. Je crois que c'est ça que vous interpellez les mamans, mais je crois aussi qu'il y a le poids de la société, il y a le poids des familles, parce qu'un mari qui dérogerait à l'usage serait aussi condamné par ses congénères, parce qu'on va dire, mais oui, il est dominé par sa femme. Donc, c'est un peu difficile, toutes ces traditions-là. Mais je pense que dans tout contexte donné, il y a peut-être moyen de convaincre. Mais il faut beaucoup d'ingéniosité, il faut peut-être trouver des ambassadeurs, entre guillemets, parce qu'on peut avoir des associations amies qui comprennent la problématique. On peut créer des circonstances qui s'imposent à l'observation et qui peuvent amener peut-être les hommes à changer de point de vue.
Hein? Moi, j'ai souvent vu des gens rester vraiment très cramponnés vraiment à des traditions qu'on ne voudrait plus voir aujourd'hui, mais à cause d'une circonstance, ont été convaincus qu'il fallait changer. Tout comme j'ai vu aussi des familles où il n'y avait que des filles, hein, où le monsieur était désespéré de ne pas avoir de fils, mais au bout de quelques temps, eh bien, les enfants, grâce à la persévérance de la maman, les filles sont devenues des ingénieurs, des médecins, et une fois qu'il avait des cheveux blancs, le papa, dans son troisième âge, était en train de remercier Dieu parce que il disait que, ah, mais au fond, mes filles me rendent service, comme dans d'autres familles où je vois des garçons rendre service, ceux qui ont réussi. Et donc, le fait aussi de considérer que éduquer simplement les garçons, c'est ce qu'il faut faire, et il faut mettre un peu de côté celle des filles, il y a déjà beaucoup d'hommes qui ont évolué là-dessus. Et je pense que ça relève un peu de la même problématique. Avec la persévérance et des cas concrets, on peut arriver à changer leur point de vue. Bon, mais j'admets que, évidemment, ce n'est pas encore gagné à 100%, mais c'est en voie de l'être. Alors, pour l'observation qui a été faite là sur les Koulouna, moi je suis obligée ici de remettre encore sur la table la problématique de la République démocratique du Congo. S'il y a des Koulouna aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène inné à la République démocratique du Congo. Lorsque nous sommes devenus indépendants, ce n'était pas ce modèle de société que nos pères fondateurs de l'indépendance avaient voulu ou avaient commencé à construire. Le phénomène de Koulouna est venu par l'occupation qui gangrène notre pays aujourd'hui. Et c'est une occupation encouragée par l'Occident. Et vous savez que lorsqu'il y a l'occupation, eh bien, on sacrifie souvent la jeunesse. Alors on crée des propagandes négatives parce qu'il faut disqualifier les parents pour rendre disponibles des enfants dans la rue. Hein? Et les parents ne peuvent plus trouver d'emploi parce que le système ne génère plus de l'emploi, puisqu'il y a une oligarchie qui est doublée par le fait que l'occupation militaire, eh bien, complique encore la situation. Mais cette occupation militaire trouve des complices en Occident. Hein? Et là, vous trouvez un président d'un pays voisin qui est là depuis 20 ans, mais on ne remet pas en cause sa longévité. Alors que sous d'autres cieux, on dira, mais oui, 8 ans de gouvernance, ça suffit. Donc, ça veut dire qu'il y a des tricheries ici aussi, en combinaison avec l'occupation chez nous. Et c'est là que moi je rejoins encore la question précédente où je disais que nous avons ici aussi une mobilisation à entreprendre pour convaincre les Occidentaux qu'ils auraient intérêt aujourd'hui, pour juguler aussi le terrorisme, hein, d'accepter que la démocratie retrouve ses droits dans nos pays. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le contrôle démocratique. On n'a pas besoin à ce moment-là de créer des milices, des contre-milices, des services de renseignement à n'en plus finir, parce que le rouage démocratique crée la sélection naturelle. Et on peut mieux juguler toutes ces menaces-là. Donc, le phénomène de Koulouna a été créé pour favoriser l'occupation, pérenniser l'occupation, parce qu'alors à ce moment-là, on se trouve dans une société où il n'y a pas d'autorité, et où il n'y a absolument aucune responsabilité, tout le monde est irresponsable et tout le monde peut piller à volonté et on trouve des complices à l'extérieur. Vous trouvez même des dirigeants occidentaux qui disent mais tiens, la tricherie électorale de grande envergure, eh bien non, c'est bon, c'est l'usage africain. Hein? Non, ça devient de l'usage. Ici c'est rigueur démocratique et là-bas non, ce sont des usages. Mais on traite avec des gens qui sont hors la loi. Donc, expliquez-moi un peu, où est l'équilibre de la morale? Donc, nous avons un travail à faire ici aussi, et c'est peut-être un petit bout du destin qui est nôtre, tant que nous sommes ici. Créer les conditions pour que les dirigeants occidentaux convertissent leur logiciel, de manière à ce que ces nouvelles dispositions soient favorables à un rééquilibrage démocratique dans nos pays. Et alors à ce moment-là, vous aurez des dirigeants votés et des dirigeants responsables parce qu'ils auront été votés sur un programme
et lequel programme aura évidemment un chapitre sur l'éducation, sur les formations, sur l'environnement, sur l'économie, hein, sur le développement, l'industrie, etc., etc. Voilà. Et de tout cœur, nous souhaitons que notre maman, un jour, qu'elle soit la maman, la présidente du Congo. Et nous savons qu'elle le fera. Merci beaucoup. Vous étiez à Louvain? Je suis ancienne de Louvain, oui. Et j'ai fait de la recherche aussi à l'ULB, mais je suis louvaniste. Oui, c'est ça mon ADN. Je suis louvaniste. Il a une question. Ah ben, moi, je suis très, très heureux de voir que, en fait, la cellule familiale africaine que vivent les Africains noirs ou Africains d'origine maghrébine, d'origine mozarabe, de culte musulman, on sent vraiment un gros problème qui prend le cœur à toutes les familles. C'est que le paternalisme comme le maternalisme s'efface et devient même, au lieu de la loi française, une sorte de non-coutume de fait. On raye déjà la culture catholique chrétienne depuis bien longtemps. Et puis par anticipation, par effet boule de neige, par empirisme, on surlégifère la protection de l'enfant, qui n'a en fait plus de protection que le reste, puisqu'on le sépare de ses parents, de sa mère, du paternalisme, du maternalisme et tout. Et c'est bien certain qu'on voit exploser les problèmes de l'immigration, alors qu'en fait on détruit la cellule familiale. Bon, là je le consens auprès de ces sociologues qui m'expliquent bien la réalité de l'immigration, ces graves problèmes. Peut-on aller plus loin, en fait, dans la libération des mœurs en Occident? Moi je ne crois pas, je crois que c'est vraiment déficitaire de voir toute cette jeunesse errer et ne rien faire. Les quotas d'immigration, vous le sentez bien, puisqu'en fait vous savez bien que beaucoup de gens des pays africains viennent en Europe pour apprendre à travailler, pour gagner un peu leur vie et ne souhaitent pas être exclus à leur retour. Depuis 1974, Giscard d'Estaing avait créé une prime au retour parce qu'il sentait bien qu'on pouvait aider des gens du Maghreb surtout à pouvoir regagner le sol africain pour des tas de raisons, familiales, éthiques ou retraite. Hein. Donc il avait créé ce problème. Maintenant, on n'est pas dans un fait qui va pousser à ce que l'extrême droite vienne, vu le chaos immigratoire que l'on a. Il vaut mieux apprendre et connaître les problèmes d'immigration pour pouvoir les résoudre plutôt que faire des chocs qui s'affrontent comme ça. Et on le voit très bien actuellement dans ces quartiers. Moi j'ai 60 ans, j'ai passé 27 ans de ma vie au Brésil. J'ai connu les mêmes problèmes que vous voyez. En étant français d'origine, j'étais entouré de pratiquement 80% d'immigrés. Donc c'était dû au fait qu'on avait perdu notre père, j'étais orphelin. Donc j'ai connu les mêmes problèmes en tant que français, vous voyez. Et moi, on me respectait parce que j'étais autoritaire et j'empêchais toujours auprès de moi à ce que les jeunes gens des pays africains, maghrébins, fassent des bêtises. Vous voyez. Non, on ne voit plus ça aujourd'hui, on voit qu'un affolement permanent de ces jeunes dans les cités. Il y a un gros problème à résoudre multilatéralement et avec des gens d'autorité qu'on des programmes à donner, des programmes vrais et sérieux, qui sont ceux des coutumes africaines, c'est-à-dire, vous parlez de la forte autorité maternelle, mais qu'elle ne se résume pas qu'elle ne s'affronte pas à un surlégislatif français qui fait en fait que empêcher tout, on empêche tout maintenant. On a toujours un législateur en France, vous levez le petit doigt, je vous certifie, vous trouvez 3 avocats pour vous créez une société en France, vous avez la visite dans un mois de 27 responsables d'État pour demander ce que vous faites, vous voyez, dans tous les domaines. Et on a sur boom législatif, ça ne sert à rien. Il y a toujours autant de défaillances dans les rues, vous voyez, de gens à l'égarement, on va dire l'égarement, hein, pour parler réellement de ce qu'arrive à la jeunesse française. Ils sont égarés, voilà, égarés par des tas de faits qui doivent être... Alors moi je comprends très bien, vous voulez avoir un sur-autoritarisme intra-ethnique, c'est une très bonne chose qu'on vous enlève, vous voyez. Que vous ayez plus de possibilités de contrôler un peu les cellules familiales, c'est une très bonne chose. Ok. Il y en a qui demandent. Ok. Et j'avais une question aussi sur l'avenir de jeunes au Congo, par exemple. Parce que moi, j'étais envoyée ici pour faire mes études et bientôt, je serai presque à la fin.
Et quand on vient ici pour des raisons d'études et qu'on a fini, généralement nous devons rentrer pour exercer et pour mettre en pratique ce qu'on a vu ici, ce qu'on a compris ici et mettre en pratique. Et généralement, moi, je pense aussi que c'est question de mentalité. Pourquoi? Parce que les gens qu'on rencontre ici, je parle de nos tantes, nos parents qu'on voit ici, ils nous disent souvent, par exemple, si tu rentres là-bas, c'est pas toi qui vas arranger le pays. Si tu rentres là-bas, c'est pas toi qui vas changer des choses. Et c'est compliqué, et c'est comme ça, c'est comme ça. Ils nous donnent toujours des raisons pour ne pas rentrer. Alors que généralement, on sait que si on reste ici en tant qu'étudiante, par exemple, c'est très compliqué déjà pour les papiers et tout ça. Et que moi, personnellement, mon désir, ce n'est pas de rester ici, c'est d'aller là-bas. Et quels conseils vous pouvez nous donner déjà, vu à la fin des études, on peut entamer quelle voie pour commencer déjà une vie professionnelle, et que si on rentre là-bas, ça ne sera pas un échec pour nous dans le sens où on va rentrer comme ça et que toutes les portes sont fermées, parce que là-bas, je sais que plus on engage par rapport aux relations, il faut être enfant d'eux, il faut connaître quelqu'un pour être engagé. C'est ça, en fait, ma question. Eh bien, j'espère que notre engagement politique aura marqué des points pour que le système politique de prédation qui règne actuellement en République démocratique du Congo soit éradiqué. Et alors, à ce moment-là, croyez-moi que vous aurez toute la latitude de revenir et d'incarner vos ambitions. Mais pour cela, moi, je dois vous dire qu'en tant que politique, la priorité aujourd'hui, c'est mettre fin à l'occupation rwandaise. Parce que c'est une occupation qui est soutenue par certains en Occident. Et donc, on ne peut pas continuer à accepter que la République démocratique du Congo soit soumise à cette situation. Parce qu'il y va de l'équilibre de l'Afrique, mais il y va aussi de la sécurité du monde libre. Parce que le Congo est au cœur du dispositif du monde libre, de par justement les matières premières stratégiques que ce pays possède. Et perdre ça de vue, à mon avis, c'est une très très grosse erreur. Et notre devoir, c'est justement d'interpeller les dirigeants occidentaux qui se complaisent dans cette occupation rwandaise, alors que bientôt il y aura des élections ici en Europe et que ceux qui ont soutenu ces dictatures militaires chez nous vont peut-être être balayés par leur peuple. Je ne sais pas. Par exemple, ici en France, ce que les Gilets jaunes vont donner demain pour les majorités en place. Mais en tous les cas, nous sentons bien que l'épicentre du prochain séisme est en ébullition déjà. Et donc, à mon avis, si on règle le problème en Afrique centrale, notamment au Congo, eh bien c'est déjà une garantie pour que la paix du monde soit restaurée. Parce que ce pays est vraiment central dans l'équilibre des forces dans le monde. Et donc, gardez vos ambitions, nourrissez votre projet de rentrer en Afrique et pas du tout de rester sédentaire ici. Voilà, je pense que nous avons terminé.